Une énorme déception, une claque monumentale, une séance de thérapie collective et une envie soudaine d'adopter un dragon, le tout dans le même mois. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Manon et bienvenue sur ma chaîne, la Reine des Dragons. Et je peux vous dire que ce mois-ci, mes émotions ont fait les montagnes russes. J'ai commencé avec des lectures engagées, j'ai eu aussi une énorme déception alors que j'avais beaucoup d'espoir. J'ai découvert un témoignage qui m'a énormément marqué. Et j'ai traversé quelques lectures, disons, éprouvantes. Pour mon petit cœur d'hypersensible, j'ai eu besoin d'une pause pancake. Et j'ai enfin découvert un grand classique. J'ai lu une brique de fantaisie, assez lourde pour me muscler les bras. Et j'ai terminé sur un coup de cœur que j'avais absolument pas vu venir. Autant vous le dire, il y a eu du très bon et du beaucoup moins bon. Alors installez-vous confortablement, prenez un thé, un café, un petit goûter, les pancakes seront particulièrement adaptés, et c'est parti pour mon bilan lecture du mois de juin. Bon, premier livre du mois, j'ai écouté en audio Un jour sans femme de Laetitia Colombani. Alors si vous connaissez un peu Laetitia Colombani, vous savez qu'elle aime les romans chorales. C'est également l'autrice de La Tresse, que personnellement j'ai pas lu, mais j'avais quand même entendu beaucoup d'avis très positifs sur ce livre. J'avais envie moi aussi de me faire un avis sur sa plume, et j'ai donc décidé d'écouter son dernier roman, Un jour sans femme. Et ici on va suivre 4 femmes sur 4 continents, en Islande, au Japon, au Sénégal et au Salvador. Elles ne se connaissent pas, elles vivent des réalités complètement différentes, mais elles sont toutes confrontées à des violences et à des inégalités liées au simple fait d'être une femme. Et petit à petit, leurs destins vont converger autour d'une idée un peu folle, organiser une grève mondiale des femmes. Très largement inspirée d'ailleurs de la véritable grève des Islandaises de 1975. Et sur le papier, j'étais complètement la cible, hein. Vraiment, les thématiques abordées dans ce livre sont essentielles. Le féminicide, le harcèlement au travail, les mutilations génitales, les droits reproductifs. C'est un roman qui met en lumière des réalités très dures et qui a clairement la volonté de sensibiliser. Et ça, je trouve que c'est réussi. En revanche, j'ai eu un petit bémol. J'ai eu l'impression que les personnages passaient au second plan, comme si leur histoire était plutôt un prétexte en fait pour illustrer un sujet de société. Et du coup, voilà, j'avoue, je me suis pas vraiment attachée à elles. J'avais envie de ressentir davantage d'émotions, d'être complètement embarquée dans leur parcours, mais je suis restée un peu à distance. Et c'est dommage parce que c'est un livre qui aurait pu être un vrai coup de cœur. Finalement, je l'ai trouvé intéressant, instructif, facile à écouter. D'ailleurs, le format audio fonctionne super bien avec ce type de récit, mais bon, il m'a pas bouleversée comme je l'espérais. Donc voilà, c'était quand même une bonne lecture que je peux recommander si vous aimez les romans engagés et les sujets de société. Mais personnellement, voilà, il me manquait ce petit supplément d'âme, celui qui fait que je referme un livre en me disant ah bah celui-là, je suis pas prête de l'oublier. Et malheureusement, je crois que ce sera pas le cas pour celui-ci. Ensuite, on passe à Fanfiction de Kate Stayman, London, aux éditions Hugo Roman Romantaisie. Et là, la déception. Mais vraiment, hein, tu sais, je pensais que c'était le genre de livre où, quand tu lis le résumé, tu te dis, ah là, c'est sûr, c'est pour moi. Et en fait, non. Pas du tout. On y suit Tess, une immense fan d'une saga de livres avec des vampires qui a clairement une vibe à la Twilight, mais un jour elle découvre que tout cet univers est bien réel. Les vampires existent, les personnages de son roman préféré aussi, et elle se retrouve propulsée au cœur de cette histoire. Et franchement, pour l'adolescente de 14 ans qui lisait et relisait Fascination en salle de perm au collège, j'étais la cible marketing parfaite. Sauf que, ça a pas pris. J'avais un peu l'impression de lire une conversation WhatsApp de 400 pages. Le vocabulaire est assez pauvre, le style est très oral en fait, et ça m'a complètement sorti de l'histoire. J'avais vraiment cette sensation hyper étrange que le livre avait été écrit très vite, sans aucune relecture, sans jamais aller au bout de ses idées. J'ai eu l'impression de lire un brouillon en fait. Et c'est tellement frustrant parce que il y avait du potentiel pourtant. On est quand même sur un livre qui mélange vampire, fanfiction, romance, fantasy, et même des thématiques plus sérieuses comme les traumatismes de l'héroïne. Il y avait de quoi faire quelque chose de passionnant franchement, mais au final, bah non, tout m'a semblé superficiel. Les personnages sont très clichés, la romance est d'une simplicité frustrante encore une fois. J'ai ressenti aucune alchimie. Quant au dénouement, on le voit arriver, mais à des kilomètres. Vraiment. Je crois que même le méchant de l'histoire l'a vu venir dès le premier chapitre. Et c'est ça qui est dommage, j'avais envie d'adorer ce livre. J'étais prête à replonger dans ma période vampire et à ressortir la BO de Twilight. Mais non, au lieu de ça, j'ai eu l'impression de lire une histoire qui coche absolument toutes les cases du genre, mais sans jamais leur donner de profondeur. Bref, les personnages sont creux, les enjeux ne m'ont jamais vraiment captivée, et je suis arrivée à la fin, et soulagée que ce soit enfin terminé. Voilà, je vais pas m'éterniser, vous l'avez compris.
C'est ma plus grosse déception du mois. Et comme quoi un excellent pitch ne fait pas toujours un excellent roman. Juste après, et heureusement finalement, j'ai écouté Et la joie de vivre de Gisèle Pellicot, écrit avec Judith Pérignon. Et là, mais quelle claque! Je pense que c'est l'un des livres les plus marquants que j'ai lu cette année, de toute ma vie même. Et c'est pas seulement parce qu'il raconte une histoire qu'on connaît déjà tous hein, à travers les médias, mais parce que cette fois, c'est sa voix. Pour ceux et celles qui ne situeraient pas, dans ce livre, Gisèle Pellicot revient sur son parcours, sur le procès de Mazan, mais surtout sur ce qu'il y a avant, pendant et après. Et je tiens vraiment à le préciser, c'est pas du tout un livre qui cherche à raconter l'horreur pour choquer. C'est un récit profondément humain qui parle de reconstruction, de dignité, et comme son titre l'indique, de cette incroyable volonté de retrouver la joie de vivre, malgré l'impensable. J'avais peur que ce soit une lecture très difficile. Et elle l'est, évidemment, mais ce qui m'a le plus frappé, c'est pas la violence du récit, c'est la lumière qui se dégage de cette femme. Je sais pas vraiment comment l'expliquer autrement, mais au fur et à mesure de mon écoute, je ressentais une admiration de plus en plus profonde. Plus j'avançais et plus je me disais, mais quelle femme, quelle dignité, quelle force, quel courage. Et pourtant, j'ai jamais eu l'impression de lire un témoignage d'une héroïne qu'on aurait placée sur un piédestal, hein. Au contraire, mais j'ai découvert une femme profondément humaine, d'une immense pudeur qui refuse d'être réduite à ce qu'elle a subi. Elle reprend possession de son histoire avec une force incroyable, sans jamais perdre cette douceur qui transparaît dans ses mots. C'est d'ailleurs tout le sens de sa démarche. Reprendre la parole pour que, comme elle l'a répété pendant tout le procès, pour que la honte change de camp. Et je crois que c'est ce qui m'a le plus émue. À la fin de ce livre, j'ai pas seulement ressenti de la tristesse. J'ai surtout ressenti un immense respect. Et de façon assez inattendue, beaucoup d'espoir aussi. Alors évidemment, c'est pas une lecture plaisir, hein, dans le sens où on entend habituellement ce terme. Clairement, c'est pas le livre que vous embarquez à la plage entre deux baignades. Et quoique, si ça peut ouvrir des discussions importantes, pourquoi pas, mais je pense sincèrement que c'est un livre nécessaire. Un livre qui nous rappelle la force que certaines personnes sont capables de trouver au cœur du pire. Un livre qui parle de résilience sans jamais tomber dans les clichés, et surtout un livre qui mérite d'être lu, parce qu'il donne la parole à une femme qui a choisi de transformer son histoire en un message d'espoir pour toutes les victimes. Ensuite, j'ai lu Du côté sauvage de Tiffany McDaniel aux éditions Gallmeister, et là, je vais peut-être avoir besoin de votre aide parce que je sais toujours pas si j'ai aimé ce livre. Voilà, ça fait plusieurs jours que je l'ai terminé déjà, et je suis bien incapable de vous dire dans quelle case le ranger. Déjà, il faut savoir que j'avais adoré Betty. Vraiment. Donc j'abordais cette lecture avec quand même énormément d'attentes. Et il y a une chose qui ne change pas, la plume de Tiffany McDaniels est absolument magnifique. C'est une écriture d'une poésie incroyable, presque hypnotique. Elle arrive à écrire des choses d'une douceur infinie, alors qu'elle raconte probablement certaines des histoires les plus sombres que j'ai pu lire. Et il y a quelque chose de très beau quand même dans sa façon de faire naître la lumière au milieu de l'horreur. Le roman va suivre Ark et Daffy, deux jumelles qui grandissent dans une famille brisée par la drogue, la pauvreté et les violences. Et à l'âge adulte, alors que plusieurs femmes sont retrouvées mortes ou disparaissent dans leur ville de l'Ohio, Ark tente de tenir la promesse faite à sa sœur, c'est-à-dire la protéger du côté sauvage de l'existence. Et ce qui est encore plus glaçant, c'est que pour écrire ce livre, Tiffany McDaniel s'est inspirée d'un fait réel. Les disparitions de plusieurs femmes à Chillicothe, des victimes largement ignorées parce qu'elles étaient toxicomanes ou travailleuses du S. Et autant vous prévenir tout de suite, c'est extrêmement dur. On y parle de violence S, d'addiction, de prostitution, de féminicide. Franchement, allez vérifier les trigger warnings avant de vous lancer. Mais là où je suis restée un peu dubitative, c'est dans la manière dont tout ça est raconté. J'ai trouvé le récit très onirique, presque comme un long rêve ou un cauchemar. Les métaphores sont omniprésentes, la frontière entre le réel et l'imaginaire est souvent floue, et je crois que c'était peut-être un peu trop pour moi. Il y a quand même beaucoup de longueur, hein. Même si certaines scènes sont magnifiques, vraiment, mais il y en a certaines, waouh. Je me suis surprise parfois à relire 3-4 fois le même paragraphe parce que j'étais pas sûre d'avoir bien compris ce qui se passait. Bon, je vais pas vous mentir, ça m'arrive de temps en temps, hein, quand je me mets à penser à ce que je vais bien pouvoir manger le soir. Mais là, non, c'était trop fréquent. Et pourtant, je peux pas dire que j'ai pas aimé, parce que ce livre est puissant, parce que la plume est exceptionnelle, parce que certaines images vont me rester gravées longtemps. Mais je peux pas non plus dire que j'ai aimé, parce que j'ai quand même trouvé la lecture laborieuse, parfois presque étouffante, et j'ai jamais réussi à être totalement embarquée. Bref, c'est probablement la lecture la plus difficile à noter pour moi ce mois-ci. Je comprends totalement qu'il puisse être un immense coup de cœur pour certains lecteurs,
Et en même temps, je comprends tout autant ceux qui resteront à distance. En fait, je crois que c'est pas un livre qui se laisse apprivoiser facilement, et que c'est justement ce qu'il cherchait à faire. Bon, et après avoir lu Et la joie de vivre et Du côté sauvage, vous comprendrez bien que j'avais besoin de faire une pause émotionnelle. J'ai donc lu le 4e tome de Dream Harbor, la maison des pancakes aux fraises de Laurie Gilmore aux éditions EH. Et je crois qu'à ce stade, c'est bon, hein, on sait tous maintenant dans quoi on met les pieds avec cette saga. Si vous cherchez une intrigue complexe, des personnages psychologiquement disséqués sur 800 pages et une réflexion sur la condition humaine, partez en courant, parce qu'ici on est à Dream Harbor. Une petite ville où tout le monde est gentil, où tout le monde se connaît, et où les habitants ont beaucoup trop de temps libre pour se mêler de la vie des autres. Et bizarrement, on a quand même envie d'y réserver un Airbnb. Dans ce 4e tome, on va suivre Archer, un chef étoilé qui découvre qu'il est papa d'une petite fille de 5 ans et qui va devoir quitter sa vie trépidante pour reprendre un diner spécialisé dans les pancakes. Il embauche Iris comme nounou, et je vous laisse deviner la suite. Ils vont tomber amoureux. Je sais, ouais, personne s'y attendait. Ça fait le job. C'est pas de la grande littérature, ça ne révolutionne absolument rien. C'est une romance toute douce, pleine de bons sentiments, avec un papa célibataire un peu bourru, une héroïne solaire, une enfant adorable, et une ville qui fonctionne avec des lois qui défient totalement la logique. Mais vous savez quoi ? J'accepte. Parce que je lis clairement pas ce genre de livre pour être surprise, hein. Je les lis pour passer un bon moment. Ça a un peu le même effet qu'un téléfilm de Noël. Mais en juin, tu sais exactement ce qui va se passer. Limite, tu peux écrire la fin au bout de 50 pages, mais tu continues. Parce que c'est confortable. Les personnages sont attachants, la romance est mielleuse, juste comme il faut, et ça se lit tout seul. C'est vraiment le livre parfait quand t'as juste envie de poser ton cerveau sur la table de nuit pendant quelques heures. Ah oui, en revanche, j'ai tenté la version audio, et alors là, révélation personnelle, je ne supporte pas les voix d'enfants dans les livres audio. Je pensais que ça irait. Eh ben non. Parce qu'entendre un adulte prendre une voix de petite fille, je peux pas. Ça me met d'un malaise, mais d'une force. J'ai tenu quelques chapitres et je me suis dit non, c'est pas possible. Du coup, retour au format papier et franchement, aucun regret. Bref, est-ce que ça casse trois pattes à un canard ? Non. Est-ce que c'est divertissant ? Oui. Est-ce que je continuerai la saga ? Eh ben très probablement. Parce que parfois, j'ai juste besoin d'une petite ville improbable, de pancakes, d'une romance toute douce et de zéro charge mentale. Et après des romans assez exigeants, ça fait du bien. J'ai ensuite écouté Moi, un iceberg de Diane McEvoy. Et je vais résumer mon avis en un mot. Bof. Pas un gros bof catastrophique, hein. Plutôt un bof, pourquoi pas. Le genre de livre que vous oubliez 2 semaines après l'avoir terminé. Voilà, on y suit Anaïs, une professeure française installée à Liverpool. Un jour, elle croit reconnaître quelqu'un de son passé et puis des choses étranges commencent à se produire chez elle. Des objets changent de place, une playlist se lance toute seule, elle a l'impression d'être suivie. On est vraiment sur un thriller psychologique qui joue avec la question est-ce qu'elle perd la boule ? Ou est-ce que quelqu'un cherche réellement à la faire basculer ? Déjà, il faut quand même qu'on parle de la version audio parce que cette fois-ci, elle est excellente. Il y a plusieurs narrateurs, les interprétations sont justes et franchement, je pense que ça a énormément joué sur mon appréciation du livre. Parce que si je l'avais lu en papier, je suis pas sûre que mon avis aurait été aussi indulgent. Parce que le véritable problème pour moi, c'est le twist. Et dans un thriller à twist, c'est embêtant. Le thriller construit toute sa tension sur la révélation finale. Sauf que moi, elle m'a pas vraiment convaincue. À partir du moment où j'ai compris où on voulait nous emmener, toute la dynamique du roman s'est un peu effondrée. J'ai eu l'impression que tout ce qui avait été construit avant perdait de son impact après cette révélation. Et c'est dommage parce que l'autrice installe plutôt bien l'ambiance. C'est fluide, ça se lit très vite, les chapitres sont courts, il y a plusieurs points de vue, bref, on s'ennuie pas. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il a reçu le prix du roman de l'été 2026, parce que c'est typiquement le genre de roman qu'on glisse dans un sac de plage et qu'on lit en quelques heures. Mais personnellement, voilà, j'ai trouvé l'ensemble assez prévisible. J'ai jamais eu ce moment que j'adore quand je lis un thriller, que je pose le livre en me disant mais attends, mais quoi, mais c'est pas possible. Mais tu sais, ce moment où tu fixes le mur pendant 5 minutes parce que ton cerveau refuse de coopérer. Là, non. J'ai juste passé un bon moment. C'est un premier roman, je trouve ça assez prometteur. Je lirai sûrement le prochain, hein, par curiosité. Malheureusement, celui-ci ne m'a ni surprise, ni renversée, ni particulièrement marquée. En résumé, c'était une écoute assez agréable, hein, portée par un excellent casting audio, mais un thriller qui n'a malheureusement pas réussi, voilà, à me faire tomber de ma chaise. Et quand on me vend un thriller à twist,
j'aimerais au moins vaciller un petit peu. Ensuite, j'ai enfin lu Les Hauts de Hurlevent de Émilie Brontë aux éditions Hurlevent. Oui, je peux enfin cocher ce livre dans la liste des classiques à lire au moins une fois dans sa vie, mais je vais être honnête, le début a été quand même assez laborieux. Déjà parce qu'on est sur un roman de 1847, donc forcément le style narratif demande un petit temps d'adaptation. On est dans un récit enchâssé avec plusieurs narrateurs et des allers-retours dans le temps, et j'avoue, hein, les 50 premières pages, j'étais un peu en mode mais qui est qui? Et pourquoi tout le monde porte le même nom? Est-ce que quelqu'un peut m'apporter un arbre généalogique, s'il vous plaît? Mais je vous rassure, une fois que j'ai trouvé mes marques, la lecture est devenue beaucoup plus fluide. Et à ce moment-là, j'ai vraiment compris pourquoi ce roman est devenu un classique. Alors attention, si on vous l'a vendu comme une grande romance, on vous a menti. Ou alors on n'a pas tous la même définition du mot romance. Parce que moi, ce que j'ai lu, c'est surtout l'histoire de personnes profondément blessées qui passent leur temps à se détruire mutuellement. Heathcliff et Catherine sont liés par une passion dévorante. Mais une passion qui nourrit surtout la vengeance, la possessivité et un cycle de violence qui touche plusieurs générations. Franchement, tout le monde aurait besoin d'une bonne thérapie là-dedans. Il y a quasiment aucun personnage qui m'ait donné envie de lui dire Ok, toi ça va, tu fais de ton mieux. Ils sont odieux, égoïstes, cruels et les relations, mais mon Dieu, si vous êtes très empathique, préparez-vous. Parce que c'est parfois difficile à supporter. J'avais juste envie de rentrer dans le livre avec un plaid d'une tisane et leur dire écoutez, on va respirer tous ensemble. Et pourtant, j'ai pas détesté. Au contraire, j'ai trouvé cette noirceur fascinante. Émilie Brontë écrit des personnages qu'on n'a pas forcément envie d'aimer. Mais on peut pas s'empêcher de les regarder s'autodétruire. C'est presque hypnotique. Alors c'est pas toujours une lecture agréable, mais c'est clairement une lecture marquante. Maintenant, je comprends complètement pourquoi ce livre traverse les générations. En revanche, je vous avoue que je le relirai probablement jamais. Parce que c'était une lecture assez éprouvante émotionnellement, mais je suis vraiment contente d'avoir enfin découvert ce livre. C'est pas une romance, c'est une thérapie de groupe qui a très mal tourné. Ensuite, j'ai enfin lu Le Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon chez De Saxus. Et oui, je sais, je vous vois venir dans les commentaires. Comment ça, la Reine des Dragons, elle a jamais lu Le Prieuré de l'Oranger? Écoutez, chacun son rythme. L'important, c'est que maintenant, c'est fait. Ma couronne m'a été rendue. Bon, déjà, on peut parler de cette brique, presque 1000 pages. Non mais je te jure, quand le facteur m'a livré, j'ai cru qu'il m'apportait un parpaing. Franchement, en cas d'invasion de zombies, ce livre peut servir d'arme de défense. Bref, quoi qu'il en soit, ça y est. Maintenant, je comprends pourquoi tout le monde en parle. On est sur une vraie fresque de fantaisie, un monde séparé entre l'Est et l'Ouest, où certains vénèrent les dragons, tandis que d'autres les craignent. Il y a plusieurs intrigues politiques, des complots, de la magie, des reines, des chevalières, des mages, et surtout une galerie de personnages extrêmement riches. Par contre, il faut accepter de rien comprendre pendant un bon moment. Enfin, ça a été le cas pour moi. Les 100 premières pages ont vraiment été laborieuses, je comprenais rien. Et puis j'ai décidé de faire confiance à Samantha Shannon, et j'ai bien fait, parce qu'à un moment donné, tout s'emboîte et ça devient impossible de le lâcher. J'ai adoré découvrir cet univers, j'ai trouvé les personnages vraiment variés, attachants, et chacun apporte quelque chose à l'histoire. Mais s'il y en a une qui a vraiment volé mon cœur, c'est Année. Je l'ai adoré, j'avais presque envie que chaque nouveau chapitre soit le sien. Et les dragons d'eau, mais pardon, mais pourquoi personne m'avait prévenu qu'ils étaient aussi incroyables? Je les adopte, moi. Voilà, ce sont officiellement mes nouveaux animaux préférés. En revanche, bon, je dois quand même nuancer un petit peu mon enthousiasme, parce que je vous l'avoue, je m'attendais à un énorme coup de cœur, et finalement, ça l'a pas été. La principale raison, c'est qu'il y a quand même beaucoup de longueur. On sent que Samantha Shannon prend le temps de construire son monde, ses religions, sa politique, ses traditions, et c'est passionnant. Mais parfois, elle prend quand même beaucoup de temps. Il y a des passages où j'ai trouvé le temps long, voilà. Et à l'inverse, j'ai trouvé le final assez expéditif. C'est assez paradoxal d'ailleurs. On passe près de 1000 pages à construire un univers et la conclusion m'a donné l'impression d'arriver un peu vite. J'aurais aimé rester un peu avec les personnages pour voir l'après et que certains événements prennent davantage le temps de respirer. Ce contraste m'a un peu embêtée entre une construction très dense et une fin hyper rapide. C'est dommage, mais malgré ça, ça reste une excellente lecture. Je comprends totalement l'engouement autour de ce roman. C'est une fantaisie ambitieuse, portée par des héroïnes incroyables, un univers riche et des dragons. Et évidemment, rien que pour les dragons,
Ça méritait que je le lise. Eh ben il était temps, mon titre de Reine des Dragons était en sursis depuis beaucoup trop longtemps. Et on termine ce bilan avec un coup de cœur que je n'avais absolument pas vu venir parce que j'ai lu L'Empire des femmes de Cassandre Lambert aux éditions Le Livre de Poche et c'est le premier tome de cette duologie. Vraiment, je vous jure, je ne m'attendais pas à autant aimer ce livre. Je l'ai commencé en me disant ça a l'air intéressant, on va voir, il est court, ça a l'air de se lire vite, ça me permet de finir le mois avec une lecture en plus. Et finalement, quelques chapitres plus tard, mais impossible de le lâcher. Déjà, le concept de départ est hyper intéressant. Imaginez une société où les rapports de domination sont complètement inversés. Dans cet univers, ce sont les femmes qui dirigent, qui ont le pouvoir politique et social, tandis que les hommes sont réduits à des rôles subalternes. Le roman reprend certains mécanismes misogynes de notre société en les inversant pour interroger les notions de domination, d'inégalité et de conditionnement social. Et je trouve que c'est ça, toute l'intelligence du roman, parce que le message, c'est pas du tout les femmes au pouvoir, ce serait vachement mieux. Au contraire, le propos va beaucoup plus loin. Il montre que le problème n'est pas seulement de savoir qui domine qui, mais ce qui se passe lorsqu'une société repose sur un système de domination. Et changer le groupe qui détient le pouvoir ne rend pas forcément le système plus juste. Et franchement, cette réflexion m'a beaucoup plu. On y suit notamment Adonna, une jeune femme issue d'une famille assez importante, mais qui correspond pas totalement aux attentes imposées par sa société, et Hélios, qui vit dans un monde où les hommes sont opprimés et qui nourrit un désir de changement. Et forcément, leurs trajectoires vont se croiser dans un monde où les complots, les violences et les manipulations politiques vont progressivement apparaître. Et ça m'a vraiment surprise, parce que pour un young adulte, j'ai trouvé l'univers vraiment bien travaillé. Il y a une vraie construction du monde, une réflexion derrière chaque élément, et surtout la volonté de ne pas juste raconter une histoire de vengeance ou d'inversion des rôles, mais de poser des vraies questions. Et puis on peut parler de l'addiction, parce que clairement, ce livre se dévore. Les chapitres sont courts, le rythme est efficace, et il y a toujours quelque chose qui te donne envie de continuer. Et j'ai aussi beaucoup aimé les personnages, parce que c'est pas juste des symboles représentant une idée, ils ont aussi leurs contradictions, leurs blessures, leurs évolutions. Et pour moi, ça, c'est l'essentiel, parce qu'un roman avec un super concept mais des personnages plats, ça peut vite devenir un essai déguisé. Ici, ce n'est clairement pas le cas, et moi j'ai été complètement embarquée. Alors évidemment, tout n'est pas parfait, parce que c'est un premier tome, il y a encore énormément de choses à découvrir, et maintenant que je l'ai terminé, j'ai plus qu'une envie. Lire la suite immédiatement. Vraiment, je suis frustrée de devoir attendre. Je m'étais dit que j'achetais rien ce mois-ci. C'est exactement le genre de livre où quand tu finis la dernière page, tu te dis mais sérieux, me laissez pas comme ça. Bref, c'était une excellente découverte avec un univers original, une réflexion sociétale, des messages forts et une lecture addictive. Je ne m'attendais clairement pas à aimer autant l'Empire des femmes et pourtant je crois que c'est l'un de mes coups de cœur du mois, voire ma meilleure lecture. Voilà, c'est terminé pour mon bilan lecture du mois de juin. Finalement, ce mois-ci aura été assez représentatif de ce que j'aime dans la lecture, être touchée, être émue, parfois être déçue peut-être, mais toujours ressentir quelque chose. Parce qu'au fond, même les lectures qui ne fonctionnent pas totalement ont leur utilité. Elles nous permettent de comprendre ce qu'on aime, ce qu'on recherche dans une histoire, et parfois elles nous font encore plus apprécier les coups de cœur qui arrivent derrière. Si je devais retenir quelques lectures ce mois-ci, je dirais évidemment Et la joie de vivre pour la force du témoignage de Gisèle Pellicot, et L'Empire des femmes, qui a été la grande surprise que je n'attendais absolument pas. Et maintenant, j'ai très envie de savoir, quel a été votre plus gros coup de cœur au mois de juin? Et surtout, est-ce que vous aussi, il y a un livre que vous avez adoré alors que vous ne vous y attendiez pas du tout? Dites-moi tout en commentaire, j'adore découvrir vos recommandations. Même si ma pile à lire commence sérieusement à me regarder avec jugement. Je vous remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça me fera très plaisir. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, prenez soin de vous, faites de belles lectures et nous, on se retrouve entre deux chapitres. Salut!